Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon wrap-up du mois de septembre. On est le 2 octobre et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Du coup, j'ai la fenêtre qui est grande ouverte. Donc je m'excuse par avance si vous entendez des voitures, des bus et des enfants hurler. J'habite en face d'une école maternelle. Bon, on va essayer de faire ça bien, comme toujours. J'essaie toujours de faire les choses bien, mais on va essayer de faire ça de manière assez... pas rapide mais efficace, parce que je suis très fatiguée. J'ai pas de raison particulière, je suis juste fatiguée. Donc, c'est parti. Comme d'habitude, on commence par quelques statistiques que vous retrouverez sur mon compte Instagram à la fin de la semaine, dimanche. En septembre, j'ai lu 13 livres. Il y en a 6 que j'ai lus exclusivement en version papier, 6 que j'ai lus exclusivement en version audio et 1 que j'ai lu en version mixte média. Donc j'avais la version papier dans les mains et la version audio dans les oreilles. J'ai lu un total de 4940 pages, dont 102 heures de lecture, enfin, dont une partie de ces pages ont été lues en audio pour une durée d'approximativement 102 heures, sachant que vous pouvez diviser ce temps par 2 au moins, enfin non pas au moins, maximum par 2, entre 1,5 et 2 parce que j'écoute les livres audio en vitesse x2. Donc ça c'est le temps maximal du livre audio, pas le temps que ça m'a pris réellement pour l'écouter. J'ai fait un abandon, j'ai fait 2 lectures 3 étoiles, j'ai fait 6 lectures 4 étoiles et j'ai fait 4 lectures 5 étoiles. Pour une moyenne de 4 étoiles, donc c'est plutôt une bonne moyenne. En ce qui concerne ma pile à lire physique. J'ai commencé le mois de septembre avec 148 livres dans ma pile à lire physique. J'en ai lu 9, je n'en ai enlevé aucun sans l'avoir lu. J'en ai ajouté 6, ce qui fait un total de 145 livres à la fin du mois de septembre. Et donc au début du mois d'octobre, contre 210 au 1er janvier. On continue à faire diminuer doucement cette pile à lire physique, ce qui est plutôt cool. En septembre, c'était le Magical Readathon de G. Je vous remettrai sa vidéo annonce dans la barre d'infos. Le marathon de lecture est terminé pour cette fois-ci, mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours regarder la vidéo et puis vous pouvez tout à fait créer votre propre challenge au mois d'octobre, pourquoi pas, voire même un peu plus tard. Et c'était aussi le début du Pumpkin Autumn Challenge. Alors je ne vais pas vous parler spécifiquement du Pumpkin aujourd'hui parce que je vous ferai une vidéo récap un petit peu de mon Pumpkin Autumn Challenge d'ici 2 semaines, si je dis pas de bêtises, parce que je crois que j'ai un trou dans mon planning. Donc la semaine prochaine, normalement, vous devriez avoir le Mystery Vlog. La semaine d'après, le récap du Pumpkin. La semaine encore après, le vlog du Buzzword. Je crois qu'on est à peu près dans cet ordre-là d'idées. Donc je ne vais pas forcément vous parler du Pumpkin aujourd'hui. Sachez que certaines des lectures que je vais vous présenter font partie de mon Pumpkin, mais je vous préciserai lesquelles dans 2 semaines. Alors je vais commencer rapidement par vous montrer les livres dont je ne vais pas vous parler dans cette vidéo, puisqu'ils ont des vlogs dédiés où vous retrouverez mon avis complet. Pour le Mystery Vlog, le premier livre que j'avais pioché et que j'ai lu, c'était City of Nightmares de Rebecca Schaeffer. Je l'ai beaucoup aimé, je lui ai mis 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu le dernier tome de Glimmer Falls, A Werewolf's Guide to Seducing a Vampire de Sarah Holley. Je l'ai adoré, je lui ai mis 5 étoiles. Et pour finir, j'avais sorti Quand l'aube sera d'or de Laetitia Arnoux et malheureusement, je l'ai abandonné. Et en ce qui concerne les vlogs du Buzzword, j'ai lu pour un livre avec un événement dans le titre Les hommes virilistes de la romance, le tome 1 du Bromance Book Club de Lisa K. Adams. Je l'ai beaucoup aimé, je lui ai mis 4 étoiles. Pour un livre avec du feuillage sur la couverture, j'ai lu Jane Austen, Une passion anglaise de Fiona Stafford, je lui ai mis 5 étoiles. Et pour un livre avec un événement dans le titre et du feuillage sur la couverture, j'ai lu The Southern Book Club's Guide to Slaying, j'allais dire Seducing, non pas du tout, c'est pas la même histoire. Slaying Vampires de Grady Hendrix, je lui ai mis 3 étoiles. Je vais pas forcément vous faire le récap de ce que j'ai utilisé comme titre pour quelle matière dans mon Magical Readathon. Vous pouvez tout retrouver dans ma palle des cartes du mois de septembre. Du coup, sachez juste qu'il y en a un que je n'ai pas eu le temps de lire, c'est le tome 3 de la série Le sang et la cendre de Jennifer Ellermann-Trout. Donc voilà, il me manque un livre pour valider mon Magical Readathon. Ouais, je vais pas me prendre la tête. Voilà, j'ai quand même lu 13 livres en septembre, donc je suis très contente et je suis sûre que si on compte les albums ou les autres choses que j'ai lues dans le cadre de mon travail, il y en a un forcément quelque part qui correspond. Et cette lecture devait être faite dans le cadre de mon cours de démonologie, je crois.
Non, pas du tout. C'était pour mon cours de conjuration et il fallait un cercle sur la couverture. Donc ouais, je sais que j'en ai lu d'autres qui collent. Donc c'est pas très très grave. Les oiseaux se bastonnent sous ma fenêtre. Bref, comme dit, si vous voulez en savoir plus sur le Magical Relaton, je vous remets la vidéo de G dans la barre d'infos et ma pile des cartes, ma pile à lire pour le mois de septembre. Et du coup, on est parti pour les autres lectures que j'ai faites en septembre. On va y arriver. Alors, le premier livre que j'ai lu en septembre, je crois que je l'ai commencé... Ouais, je l'ai commencé le 31 août. En réalité, je le compte en septembre parce que je l'ai terminé le 8. J'ai marqué 8 août, mais non, pas du tout. Ça doit être le 3. C'est le 3 septembre. Oh, purée. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Donc, j'ai commencé le 31 août, mais je l'ai fini le 3 septembre. Donc, je l'ai compté dans mon wrap-up de septembre. Il s'agit du 10e et dernier tome des détectives du Yorkshire de Julia Chapman, Rendez-vous avec le destin. C'est ça. Je l'ai lu en audio, à la salle de sport, dans la voiture. J'aime bien avoir un livre audio quand je peux pas lire de manière physique, mais que je peux faire deux choses à la fois, mais lire un livre physique sur le tapis de course ou sur l'escalier mécanique, c'est pas génial. Donc, livre audio. C'était vraiment chouette, je lui ai mis 4 étoiles, c'est pas mon tome préféré. Alors, je vais déjà vous faire le pitch rapidement de quoi ça parle. Ça se passe dans le Yorkshire, donc dans la campagne anglaise. On a Delilah Metcalfe qui tient deux business. Elle a une agence de rencontres et elle tient aussi elle a une entreprise de création de sites internet. Elle est divorcée, elle vit seule avec son chien, son braque de Weimar qui s'appelle Calimero. Et puis un beau jour, il y a Samson O'Brien qui revient dans le Yorkshire alors qu'il est parti depuis des années travailler à Londres. Il est enquêteur dans la branche genre du grand banditisme londonienne. Et il revient à Bruncliffe, qui est le village du Yorkshire où ils vivent, parce qu'il y a eu un souci avec son travail. Il est accusé de corruption, d'avoir dissimulé des preuves, d'avoir volé de la drogue, je crois, dans le local des preuves. Donc le temps que les choses se calment, il était sous couverture en plus, donc il revient à Bruncliffe, sauf qu'il est parti il y a plusieurs années, ça s'est très mal passé, parce qu'il est parti du jour au lendemain, et il est même pas revenu pour assister à l'enterrement de son meilleur ami, qui est le frère de Delilah. Et Samson est le parrain du fils du frère de Delilah, donc du neveu de Delilah. Ils vont se retrouver tous les deux à cohabiter. Non, ils habitent pas au même endroit. Samson va louer l'appartement qui se trouve au-dessus de l'agence de Delilah, en plein centre-ville, et ils vont se retrouver à travailler ensemble sur la même affaire, puisque Samson a décidé, en attendant, pour pouvoir se remettre un peu de ses émotions, d'ouvrir une agence de recherche. Donc on a l'agence de rencontre des Vallons et l'agence de recherche des Vallons, avec les mêmes acronymes du coup. Donc il ouvre une boîte un petit peu de détective privé, avant de pouvoir retourner à Londres pour son travail. Et on va avoir du coup 10 tomes avec ces personnages dans cet univers, avec à chaque fois une enquête différente. Samson et Delilah qui vont travailler ensemble et qui vont se rapprocher, qui vont devenir plus que des amis. C'était trop bien. J'ai adoré cette série. Je sais que c'est une série que je relirai avec grand plaisir. Et je suis trop contente. Il y a quelques... Oh, je dirais que ça fait peut-être au moins 2 ans déjà. Je sais plus, il faut que j'essaie de vous retrouver l'info. Je n'avais pas remarqué. Mais je crois que c'est ma mère qui m'en a parlé. En fait, il y a eu une adaptation télé des détectives du Yorkshire. Mais ils l'ont pas appelé comme ça. Alors attendez, il faut que je vous retrouve. Je crois que ça s'appelle Rendez-vous avec le crime. C'est le titre du tome 1. Et en fait, voilà, c'est un peu flou, mais vous voyez l'idée. Donc, Rendez-vous avec le crime, série française, adaptée des romans de Julia Chapman. Et j'ai vu les 2 premiers épisodes. Et alors ça, c'est vraiment trop cool. En fait, c'est un téléfilm. C'est pas une saison égale un tome.
Il va y avoir une saison et un épisode égale un tome. Ce sera plutôt ça. Donc ils ont déjà adapté les 2 premiers romans, Rendez-vous avec le crime et le deuxième je me souviens plus. C'est à chaque fois c'est rendez-vous avec quelque chose. Et là j'ai vu ce matin ou hier je crois que les 2 prochains épisodes, donc l'adaptation du tome 3 et du tome 4, arrivent la semaine prochaine. Donc le 7 octobre on aura l'épisode 3 et le 14 octobre on aura l'épisode 4 et c'est sur France 3 et c'est avec Harry Elmaleh, le frère de Gad Elmaleh. J'aime beaucoup cet acteur. Voilà. Donc adapté des détectives du Yorkshire. Donc si le pitch vous intéresse mais que lire du cozy mystery ça vous botte pas plus que ça, regardez la série, c'est rigolo, c'est fun. Alors il y a quand même pas mal de petites choses qui ont changé parce que ça se passe en Bretagne et non pas en Grande-Bretagne. Voilà, donc le chien ne s'appelle plus Calimero, c'est pas un braque de Weimar, il y a des personnages, il y a des acteurs qui changent, donc le personnage existe toujours entre l'épisode 1 et l'épisode 2, mais l'acteur a changé, l'acteur qui l'interprète a changé. Voilà, il y a quelques petits trucs qui sont pas fidèles, c'est pas une adaptation extrêmement fidèle à l'œuvre de base, mais je trouve que c'est ultra fun, on sent bien l'ambiance, les 2 acteurs principaux sont incroyables dans leur rôle, donc c'est très chouette. Et du coup je suis ravie que la suite arrive enfin, et j'espère juste, je croise les doigts pour qu'ils fassent le reste des tomes, parce que je crois qu'ils avaient signé au départ pour 4 épisodes, et du coup là le 4e épisode arrive, donc j'espère très très fort que ça va se poursuivre. J'étais censée vous faire une vidéo courte, je vous ai même pas encore donné mon avis sur ce tome 10, donc c'est pas grave. Allez, j'ai un peu moins aimé Delilah dans ce tome 10 parce que je trouve qu'elle se pose des questions qui, pour moi, n'ont pas vraiment lieu d'être. Elle est un point de sa relation avec Samson qui paraît tellement coulé de source que ouais, ça m'a un petit peu frustrée qu'elle se prenne autant la tête et qu'elle soit aussi hésitante. Et alors par contre, un des tropes récurrents de cette série, si jamais vous détestez ce trope, je vous comprends. C'est pas un des tropes que je hais le plus, mais je suis pas ultra fan. C'est le manque de voilà, le manque de communication entre les personnages. Si seulement ils se disaient les choses, au lieu d'avoir peur qu'un tel réagisse de telle manière, ou bien de se dire si je lui dis ça, c'est sûr, il va le prendre mal. Ben, parlez-vous en fait, et puis s'il le prend mal, bah tant pis. Peut-être qu'il mérite pas plus d'attention que ça. Enfin, bon. Il suffirait qu'ils se parlent un petit peu et tout irait beaucoup mieux, mais aussi beaucoup plus vite, et du coup l'histoire serait beaucoup plus courte. Donc voilà, je suis pas fan de ce trope, mais je comprends que ça puisse permettre de prolonger l'histoire. L'enquête était cousue de fil blanc, c'est pas la première fois que ça arrive en 10 tomes, que quasiment dès le départ je comprenne ce qui se passe, qui est responsable, qui est en réalité le méchant, alors qu'au départ a priori ça pourrait clairement pas être lui ou elle. Ça me gêne pas trop, c'est pas le... Je ne lis pas du cozy mystery pour être surprise par la révélation du vilain. Du thriller ou du polar, oui. Je lis pas de polar, hein, juste pour info. Thriller un peu plus, mais polar non. Mais si jamais j'en lisais, je pense que ce serait pour être surprise. Enfin, à part Hercule Poirot. Mais Hercule Poirot, on est à la limite du cozy mystery, je trouve, en tout cas en termes d'ambiance. Donc ouais, j'avais compris dès le départ les enjeux. Mais comme dit, c'est pas grave parce que l'ambiance est géniale, les personnages sont incroyables, le décor est phénoménal. C'était trop bien, je suis ultra contente d'avoir terminé cette série. Pas parce que c'est fini, mais parce que je suis restée vraiment dans l'univers le plus longtemps possible. Et j'avais même pas réalisé, mon mois de septembre a été extrêmement long, j'ai l'impression, en termes de... La première lecture que j'ai faite jusqu'à la dernière, en même temps, je vous l'ai dit, j'ai lu 13 livres, du coup, j'ai l'impression que ça remonte à très loin. Et j'ai un autre roman de Julia Chapman dans ma liste de livres lus. C'est rigolo, du coup, que j'en ai lu 2 d'elle au mois de septembre, et ils étaient tous les 2 très très bons. Bref, 4 étoiles, du coup, pour... Les détectives du Yorkshire, tome 10, Rendez-vous avec le destin de Julia Chapman, que je vous conseille de tout cœur.
Lisez cette série, et si vraiment vous avez envie de découvrir l'histoire, mais que bon, 10 tomes pour l'instant ça vous tente pas, regardez la série télé sur France 3. Je pense que vous devriez pouvoir, à mon avis, vu qu'ils vont sortir le tome, j'allais dire, l'épisode 3 et l'épisode 4 la semaine prochaine et la semaine d'après, je pense qu'ils vont remettre sur le replay les épisodes précédents, à mon avis. C'était trop bien. Ensuite, j'ai lu The Ragpicker King de Cassandra Clare. C'est le tome 2 de la série Chronicles of Castellane. Sachant que le tome 1 a été traduit par De Saxus et que le tome 2 devrait pas tarder à arriver, je crois, s'il n'a pas déjà été traduit. Il est trop beau. J'ai une édition Fairyloot. Il est magnifique. Alors, dans cette histoire, on va faire la rencontre de... les noms des personnages, comme d'habitude. Alors, Connor et Kel. Et les filles, c'est Lynn et Antoinette. Annette, Antoinette. Je crois que c'est Antoinette. Alors, on a... Aïe. On a Kel et Antoinette. Et on a le prince Connor et Lynn. Donc, dans cette histoire, Kel est le Swordcatcher, le parlame du prince Connor. Ils se ressemblent physiquement et Kel a un médaillon qui fait qu'à n'importe quel événement ou cérémonie, il ressemble, enfin c'est pas qu'il ressemble, c'est aux yeux des autres, il est Connor, c'est lui, physiquement c'est les mêmes. Donc il a été, donc avec la couronne c'est Connor et sans la couronne c'est Kel. Il a été récupéré dans un orphelinat quand il était enfant et depuis ce jour il est devenu le parlame du prince Connor. Ce sont les meilleurs amis du monde, ils sont presque frères. Donc Kel a vécu toute sa vie dans l'ombre on va dire de Connor, mais il est pas... il lui en veut pas. C'est comme dit, c'est vraiment son meilleur ami, c'est son frère. Son rôle dans la vie, c'est de protéger Connor. Il est né pour ça, il a été élevé pour ça, et il lui est extrêmement reconnaissant de l'avoir tiré de la misère en fait quand il était enfant. Donc ils sont extrêmement proches. On a Antoinette qui est une de leurs amies d'enfance, donc la jeune fille blonde, et on a aussi Lynn. Alors Lynn, c'est la fille d'un des conseillers du roi, donc le père de Connor. Et Lynn, elle possède de la magie, une magie de guérison. Elle fait partie d'un peuple pour qui la religion est très importante. Et donc, ils vénèrent une déesse, si je vous dis pas de bêtises. Je me souviens plus trop maintenant. Tout ce beau monde va se retrouver embarqué dans un complot politique abracadabrant. Va y avoir des romances, il va y avoir des sentiments qui vont éclore entre les uns les autres. C'est incroyable. Cette série est incroyable et je veux la suite. Les personnages sont ultra attachants et ils se retrouvent à la fin de ce deuxième tome dans une situation juste insupportable. Donc j'ai besoin de savoir si tout le monde va bien. Les relations entre eux sont géniales et je trouve qu'ils évoluent beaucoup. Ils ont déjà beaucoup évolué depuis le tome 1. Alors c'est des sacrés pavés, hein. Donc ils ont le temps d'évoluer. Et c'est ça que je trouve cool, c'est que l'autrice du coup prend vraiment le temps de nous étaler des décors, de nous étaler des discours. C'est vraiment beau. Il y a plusieurs nouveaux personnages qui apparaissent dans ce tome 2. Je suis pas sûre qu'on va les revoir. Je pense qu'on va les revoir quand même. C'est ultra intéressant. Les masques tombent. Les masques commencent à tomber. Et j'ai trop hâte de lire la suite. Je l'avais noté dans mon reading journal. C'est Antonetta. La deuxième jeune femme, la blonde. Voilà. Donc ouais, c'était trop bien. 5 étoiles. Donc je vous inviterai pas à l'acheter parce qu'on évite de nourrir les comptes des grands méchants éditeurs français qui ne respectent ni les auteurs ni les lecteurs. Mais empruntez-le à la bibliothèque ou essayez de le trouver d'occasion. Pourquoi pas? Parce que c'était vraiment chouette. Lisez le tome 1, lisez le tome 2, lisez toute la série. J'ai hâte que le tome 3 arrive. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas avec moi pour l'instant parce que je l'ai prêté pour le faire découvrir à d'autres. Il s'agit de Fahrenheit 451. C'est l'adaptation en BD du roman de Ray Bradbury qui porte le même nom.
Fahrenheit 451. Et cette bande dessinée a été réalisée par Victor Santos pour les éditions ActuSF, enfin pour les éditions ActuSF, édité en France par les éditions ActuSF dans leur toute nouvelle collection de bandes dessinées qui s'appelle Itac. Et c'était un service presse, donc merci encore une fois énormément aux éditions ActuSF pour cet envoi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Fahrenheit 451, on est dans un monde qui pourrait être le nôtre dans le futur. On est à un moment à une étape de la société où les livres sont interdits, tout le savoir est dangereux, ça pourrait donner des idées de rébellion au peuple. Du coup, alors je crois qu'ils ne sont pas tous interdits, mais une grande majorité. Du coup, il y a des pompiers qui n'ont plus la fonction qu'on leur connaît aujourd'hui, qui ont plutôt la fonction inverse, qui sont dépêchés pour aller brûler les livres des gens chez eux. Et puis tant qu'à faire, autant brûler la baraque, hein, après tout, pourquoi pas. Donc, Fahrenheit 451, c'est le degré de combustion, enfin le degré Fahrenheit auquel le papier des livres brûle. C'est pour ça que ce livre s'appelle comme ça. Et on va suivre donc le personnage principal qui est pompier, qui va faire la connaissance d'une jeune fille qui vient d'emménager à côté de chez lui, qui va commencer à remettre un petit peu ses certitudes en question. Et on va suivre l'évolution de ce personnage qui vit dans une maison très moderne avec sa femme. Et tout simplement sa remise en question de la société dans laquelle il vit et des dirigeants pour lesquels il travaille. Alors, Fahrenheit 451, c'est un classique que je n'ai jamais lu à cause du sujet. Parce que l'idée même de brûler des livres me rend folle. Je suis bibliothécaire. Donc, quand arrive l'époque de l'année de faire du désherbage et de pilonner les documents qui sont abîmés, ça me pose mais absolument aucun problème. Quand un livre est pas réparable, il n'y a pas de souci, on le recycle, ça me paraît évident. Mais brûler des livres parce que leur contenu ne nous convient pas, ça me fend le cœur. Je me souviens d'une scène dans un film. Alors je suis désolée, je vais peut-être vous spoiler, mais c'est un film assez vieux. Hein. C'est l'adaptation de Cœur d'encre de Cornelia Funk. Je crois que le film a Brendan Fraser en acteur, en rôle principal, dans le rôle du père de famille, enfin du père de l'héroïne. Et je crois que là, on assiste à un incendie et ils sont dans la bibliothèque d'une maison et du coup on voit la bibliothèque brûlée. J'en ai fait des cauchemars pendant très longtemps et ça me hante encore aujourd'hui. Et pourtant ce film je ne l'ai vu qu'une seule fois il y a des années. Mais voilà, donc je n'ai jamais voulu lire Fahrenheit 451 à cause de la thématique. Cependant, quand j'ai reçu le mail de Jérôme des éditions ActuSF avec les prochaines nouveautés, il y a 3 raisons qui m'ont poussé à choisir ce titre. Premièrement, c'était l'occasion de découvrir un classique que j'avais peur de découvrir dans un format peut-être un peu plus court et accessible. Et malgré les illustrations et du coup le fait que j'allais voir, j'allais pas juste imaginer, j'allais voir les livres brûlés, ça me faisait un peu moins peur, le format BD du coup. Deuxièmement, tout simplement parce que c'est un classique en fait, un classique de la littérature qui parle de la littérature. J'étais obligée de le lire. Un jour ou l'autre, j'aurais peut-être fini par le lire, mais là vraiment, l'occasion était trop belle. Et puis troisièmement, ça me permet de vous en parler, tout simplement, et de mettre en avant, mettre en avant ce texte spécifiquement et cette adaptation qui est sublime. Alors, je lui ai mis 3 étoiles, mais c'est pas à cause du travail de Victor Santos. Je pense que c'est l'histoire de base. En fait, c'est le matériau de base qui m'a un peu, pas dire embêtée. J'étais pas à l'aise dans l'atmosphère en fait de cette histoire, et je pense que l'auteur c'est voulu à mon avis. On vous met vraiment face à des choses qui, je me souviens plus quand est-ce qu'il a été écrit Fahrenheit 451 à l'origine, mais en fait on se retrouve dans un récit qui a déjà
un bon moment, je dirais, à mon avis, je dirais au moins une cinquantaine d'années, avec des sujets qui sont extrêmement actuels, en fait. Du coup, c'est ultra angoissant. Le style graphique est très très coloré, c'est très pop, les dessins sont vraiment... Ça m'a un peu fait penser à certaines scènes de saga de Brian K. Vaughan et... Je me souviens plus du nom du deuxième auteur, je crois que c'est une autrice même, désolée. Ça m'a un peu fait penser à ce style graphique là, avec des couleurs ultra flash. Malheureusement, c'est pas un style graphique qui me parle spécifiquement, mais je reconnais que ça peut plaire à d'autres. Et je trouve qu'il y a un super contraste par contre entre les couleurs ultra flashy, presque néon, et l'ambiance très sombre de ce qui se passe. Le roman de base est en lui-même très court, je crois qu'il fait moins de 250 pages, si je vous dis pas de bêtises. Et là, on est sur une BD qui fait 158 pages, donc... comment dire proportionnellement, c'était ça le mot que je cherchais, proportionnellement, un format BD et un format petit roman, ça se vaut, ça se joue. C'est plus compliqué de faire une BD de 250 pages. Ça existe, mais voilà. Je trouve que ça va un petit peu trop vite. Après, je vous rappelle que je n'ai pas lu le roman de base. Donc, je peux pas vous dire déjà si c'est vraiment fidèle à l'histoire de base, j'imagine. De base, j'imagine que c'est fidèle. Mais il y a toute une partie réflexion philosophique à la fin de la bande dessinée qui doit aussi exister dans le roman, mais qui du coup est pas forcément adaptée au format BD, au format des bulles, qui est un peu plus court. Alors il y a pas que du texte dans les bulles, il y a du paratexte aussi, mais je pense qu'à la limite ça aurait peut-être été bien de faire la BD jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la fin, et puis les belles réflexions philosophiques qui sont vraiment très jolies, je sais pas, d'en faire peut-être une page un peu plus, pas documentaire parce qu'on est sur de la fiction, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un format peut-être un peu plus adapté, je sais pas. En tout cas, c'était assez divertissant, je suis contente d'avoir enfin découvert cette œuvre, je vais enfin pouvoir en parler en sachant de quoi ça parle exactement. Et voilà, et je vous la conseille si vous aimez la bande dessinée, en tout cas le livre objet est sublime, on est sur un format, je dirais presque comics, mais comics à la française avec une couverture reliée. Merci encore aux éditions ActuSF de m'avoir envoyé ce livre, et je vais bientôt, dans mon prochain wrap-up a priori, vous parler d'un autre service presse que j'ai reçu des éditions ActuSF, parce que je suis censée le lire là, ce mois-ci. Ensuite, j'ai lu Crescent City, le tome 2, Maison du ciel et du souffle de Sarah J. Maas. Pas dans cette édition-là. Je l'ai lu dans la version graphique audio. Donc, avec un full cast, avec, je sais pas, il y a au moins une dizaine d'acteurs qui jouent chacun un rôle différent, avec les sons, les bruitages, la musique. Un film dans votre tête, comme le dit si bien la personne qui introduit les livres audio. C'était incroyable. Alors, de quoi ça parle? Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Bryce, qui est mi-humaine, mi-fae. Et il y a un, je crois, serial killer en liberté. Elle va se retrouver sous la protection d'un ange déchu qui s'appelle Hunt Atalar. Et on va leur demander à tous les deux de collaborer pour tenter de retrouver, enfin, d'expliquer ce qui s'est passé avec ce tueur en liberté, parce qu'elle est impliquée d'une manière ou d'une autre. Manière que je vais pas vous dévoiler parce que moi je connaissais je savais la raison pour laquelle elle était impliquée, et en fait c'est spoilant parce que ça arrive pas tout de suite, et du coup j'ai été particulièrement choquée par une scène du tome 1, du début du tome 1, à laquelle je ne m'attendais pas. Donc ouais, je vous dévoilerai pas pourquoi, mais en gros c'est ça, on est dans un univers où les créatures fantastiques existent, on a des sirènes, on a des anges déchus du coup, des faées, des loups-garous. Est-ce qu'on a des vampires? Probablement. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des petits esprits, genre des esprits de feu. Ce sont des loutres qui livrent le courrier. Bref.
C'était incroyable. On est donc dans le tome 2, je vais pas vous dire ce qui se déroule dans le tome 1, je vais quasiment rien pouvoir vous dire, même je vais rien vous dire du pitch du tome 2. C'était phénoménal, c'était incroyable, 5 étoiles. Alors il y a certaines décisions que prend Bryce, donc l'héroïne, qui m'ont agacée, mais j'adore Hunt, j'adore la relation qu'ils ont tous les deux, et j'aime énormément les personnages secondaires. Je trouve que l'autrice réussit à les rendre ultra attachants. Et ça me fait... en même temps, c'est la même autrice, donc forcément. Et ça me fait penser à ACOTAR parce que les personnages secondaires dans ACOTAR sont tout aussi importants que les personnages principaux. Et ils ont à un moment donné leur heure de gloire. Et je trouve que c'est un peu ça, là, dans cette histoire. J'ai très peur d'entamer le tome 3 parce que je sais qu'il a fait l'unanimité, mais pas dans le bon sens du terme. Donc je vous avoue que j'ai un peu peur. On verra. La manière dont se termine le tome 2, c'était une très belle surprise. Je suis ultra contente, mais ça participe aussi à mon angoisse de commencer le tome 3 parce que je sais pas ce que l'autrice va faire de cette révélation. Je veux pas vous spoiler, donc je vais essayer d'être la plus neutre possible, je ne sais pas, peut-être. Je n'ai pas encore lu la série Throne of Glass de Sarah J. Maas, qui est, je crois, la première longue série qu'elle a écrite. En revanche, j'ai lu tous les ACOTAR. Avant de lire Crescent City, ou en tout cas avant de lire le tome 2, je vous conseille de lire ACOTAR. Toute la série. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais je vous le conseille fortement. Je pense que ce sera d'autant plus valable quand j'aurai commencé le tome 3, à mon avis. C'est aussi ça qui me fait un petit peu peur. Bon. Mais c'était trop bien, j'ai adoré. Bon, par contre, je vous avoue que écouter une scène de fesses en version graphique audio pendant que je cours sur mon tapis, donc que je marche vite sur mon tapis, à la salle, avec les gens autour, c'est un peu... Je croise les doigts pour que mon Bluetooth ne se désactive pas et qu'on n'ait pas des hurlements et des gémissements d'un seul coup dans la salle de sport. Mais c'est rigolo. Et c'était vraiment trop bien. Donc j'ai trop hâte de lire la suite, qui est déjà disponible en version graphique audio, donc il y a moyen que j'attende pas 2026 pour être à jour dans cette série. Allez, mes 3 dernières lectures du mois que j'ai faites quasiment à la chaîne et que j'ai beaucoup aimé. On commence par le 2e roman de Julia Chapman de cette vidéo, Le Retour du Parisien, le tome 2 des chroniques de Phogas. Je lui ai mis 4 étoiles. Dans le tome 1, on va suivre un couple d'Anglais qui débarquent dans un petit village des Pyrénées pour racheter l'auberge du village. Tout le monde se connaît. C'est vraiment un tout petit bled où tout le monde se connaît et tout le monde, je vais pas dire épie tout le monde, mais tout le monde est là. Si jamais il y a un problème, vous pouvez toujours compter sur quelqu'un pour venir vous dépanner. C'est un coin qui est surtout... qui fonctionne surtout autour de l'agriculture. On a donc cette fameuse auberge que le couple d'Anglais essaye de racheter, de reprendre. On a une épicerie qui fait aussi bar, café, bistrot. On a une mère célibataire qui est à fond dans l'agriculture biologique, donc elle veut ouvrir sa jardinerie bio. Et après ça, il y a la poste, la jeune fille qui travaille à la poste, et puis les fermiers du coin, les voisins, le maire. Donc comme dit, tout le monde se connaît. Et j'adore cette ambiance, c'est trop bien, j'aime énormément. Alors autant j'adore la fantasy, l'épique fantasy, la high fantasy, autant une histoire comme ça, toute simple, dans laquelle il se passe quand même des drames. Hein. Déjà dans le tome 1, je vous l'avais dit, il se passe quand même des choses pas cool. Et là c'est pareil, on a de nouveau des choses pas cool, voire dangereuses. Les personnages risquent littéralement leur vie à certains moments de l'histoire. Mais j'adore le côté ultra communauté. On est là les uns pour les autres, on se serre les coudes. Ta baraque a pris feu, bah t'inquiète, moi j'ai un matelas de rechange, moi j'ai un canapé de rechange, vas-y récupère tout, le temps que tu te remettes sur tes pieds. C'est trop bien. J'adore chacun des personnages. Dans le tome 2, c'est la dame qui tient l'épicerie bistrot, qui son mari est décédé quelques mois avant le début du tome 1.
et le neveu de son mari arrive en ville, dans le village, parce qu'en réalité, il a hérité de la moitié des biens de son oncle. Et bah, en fait, il veut tout moderniser. Donc, dans un petit village des Pyrénées, bah, parfois, ça passe pas trop bien, quoi. Disons que elle, après tout, pourquoi pas? Ça fait longtemps qu'elle envisage de changer quelques trucs, mais d'un autre côté, ben, elle a l'impression de trahir un peu la mémoire de son mari, qui lui était ultra dans les traditions et tout ça. Donc, et on a ouais, tout ce dilemme, on a un peu de romance, de la mignonitude avec la jeune femme qui va tenir la jardinerie bio et sa fille qui a 9 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc j'adore tous ces personnages, chacun d'entre eux. J'ai hâte de me replonger dans cette série. Alors on va dire que c'est plus ou moins des tomes compagnons puisque l'intrigue principale évolue à chaque fois autour d'un autre membre de cette communauté. Mais il faut quand même les lire dans l'ordre parce qu'il y a des conséquences au fur et à mesure qui vont entraîner les tomes suivants. Et j'ai hâte de lire le tome 3 parce qu'on a une révélation qu'on attend depuis le tome 1. Nous, en tant que lecteurs, on sait. Mais les principaux concernés ne savent pas encore. Et je pense qu'on va le découvrir, enfin ça va être annoncé dans le tome 3. C'est une série seulement en 4 tomes. Et Julia Chapman, c'est possible que vous ne trouviez pas ses ouvrages sous ce nom-là, parce qu'en fait elle les a écrits alors qu'elle n'était pas encore mariée. Donc c'était Julia Stagg, S-T-A-G-G. Et ça c'est l'édition double du tome 1 et 2 chez France Loisirs. Évidemment, ils n'ont jamais sorti la suite. Donc, enfin en tout cas dans cette édition-là. Ils ont sorti le tome 3 puis le tome 4, mais pas de version double. Pareil, France Loisirs, encore une fois, on essaye de ne pas leur donner plus d'argent que ce qu'ils méritent, c'est-à-dire pas grand-chose. Bref, c'était trop bien, 4 étoiles, lisez cette série, lisez du Julia Chapman. Je suis trop curieuse de voir ce qu'elle va nous produire par la suite. Est-ce qu'elle a déjà sorti autre chose? Je ne sais pas. Faudra que je regarde. Mais en tout cas, j'ai hâte. C'était trop bien. Ensuite, j'ai fini une autre série. J'ai fini Kingdom of the Wicked, le tome 3 Kingdom of the Feared de Kerry Maniscalco. C'était chouette. Je lui ai mis 4 étoiles. Alors, dans cette histoire, on va faire la rencontre de Emilia qui vit en Sicile et qui, au début du tome 1, découvre sa sœur qui a été violemment assassinée, sa sœur jumelle. Elle va se rendre compte, alors elle est issue d'une famille de sorcières. La sorcellerie est proscrite à cette époque, à cet endroit du monde. Donc il faut qu'elle soit discrète et surtout il ne faut pas faire de magie noire, donc elle se contente de petits sorts par-ci par-là. Sa famille possède une trattoria en Espagne, donc en Italie, Espagne, n'importe quoi. Bref, en Sicile, donc l'Italie, pas l'Espagne. Elle a été élevée par sa grand-mère. Il y a un lien familial très fort avec la grand-mère. Et elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé, qui a assassiné sa sœur, parce que peu de temps après la découverte du corps de sa sœur, d'autres jeunes filles qui sont aussi des sorcières. Donc entre elles, elles se connaissent, c'est juste pour le monde extérieur qu'il faut cacher ce qu'elles sont. Il y a d'autres jeunes sorcières qui sont assassinées de la même manière, extrêmement brutalement. Donc elle va tenter de comprendre ce qui s'est passé. Elle va retrouver dans les affaires de Vittoria, qui est donc sa sœur, un journal, je crois. Elle va découvrir que sa sœur a invoqué un démon. Et du coup, pour essayer de comprendre, Emilia va à son tour invoquer un démon. Elle va tomber sur Wrath, colère en français, qui est donc un des princes des enfers, un des 7 princes des enfers, les 7 princes représentant chacun un péché capital. Et elle va se retrouver embarquée dans une enquête pour découvrir ce qui est arrivé à sa sœur, dans une enquête sur son identité, parce qu'elle n'est pas du tout qui elle pense être. Le tome 2 va nous emmener dans un décor complètement différent, et dans le tome 3, on reste dans le décor du tome 2. Il y a la relation entre Wrath et Emilia qui va grandement évoluer. On est sur une fantasy romance. Emilia était un peu moins insupportable dans ce tome 3 que dans le tome 2, mais je vous avoue que c'est pas mon héroïne favorite. J'ai adoré en revanche, il y a une histoire de malédiction dans cette série, et une partie de la malédiction s'applique spécifiquement
à Wrath, mais a des implications pour tous les cercles des enfers en fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce que cette malédiction impliquait. Par contre, un peu comme pour les détectives d'Yorkshire, tout est cousu de fil blanc dans l'intrigue, l'enquête, qui est responsable de qui, cette personne c'est qui, mais est-ce que celui-là il est vraiment mort, et sinon qu'est-ce qui s'est passé? C'était évident. Ça m'a un petit peu plus agacée ici que pour le Julia Chapman, parce que même si c'est pas la raison principale pour laquelle je lis ces histoires, ben, l'autrice donne les clés à son héroïne tout autant qu'à nous. Et du coup, Emilia, elle a les infos sous les yeux, elle a tout sous les yeux, mais juste elle n'arrive pas à connecter. Donc ouais, c'est un peu frustrant. N'empêche que au niveau de l'atmosphère, au niveau du décor et des personnages secondaires, ça m'a donné suffisamment envie, j'ai suffisamment aimé cette série pour tenter les spin-offs, ce qui tombe plutôt bien parce que vous n'allez pas les voir, ils sont là-bas au bout. J'ai déjà les 2 premiers et ce sont des one-shots à chaque fois avec un des princes des enfers en personnage principal et probablement son histoire d'amour avec un autre personnage. On verra, parce que pour l'instant les 2 premiers c'est pas mon personnage secondaire favori dans cette série là, donc je suis un peu surprise que l'autrice ait pas commencé par celui que tout le monde attend en réalité, mais bon, on verra. Je testerai et puis comme dit, ce sont des one shots, donc ouais, on verra. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'était cool, hein. C'était très très chouette. Pareil, traduit en français chez De Saxus, donc à acheter d'occasion ou à emprunter à la médiathèque. Et le petit dernier, toujours pareil, aussi édité chez De Saxus, Sabran je crois, mais ça reste De Saxus. Donc à acheter d'occasion ou à emprunter à la médiathèque, c'est Ruthless Vows de Rebecca Ross, qui est le tome 2 de la série, Letters of Enchantment, le tome 1 étant Divine Rivals. On est dans une histoire qui se déroule dans un monde qui n'existe pas. Je crois pas que les noms des villes soient réels. Ça fait un peu... Je ne saurais même pas trop vous dire Londres ou New York, j'en sais rien, mais au niveau architectural. On est dans un monde qui n'existe pas, mais avec un... Comment bah, vous voyez un peu la manière dont les personnages sont habillés. Avec un style architectural et vestimentaire qui se rapproche de la Première Guerre mondiale, je dirais. Première ou Deuxième Guerre mondiale. Quoi qu'il en soit, on est dans un récit qui parle de guerre. Il y a longtemps, il y avait des dieux et des déesses, et ces dieux et ces déesses ont décidé de se réveiller. Et on a une guerre entre une déesse et son époux, le dieu, et donc bah, les gens doivent choisir leur camp. Dans le tome 1, on fait la rencontre de Iris, qui est journaliste, et de Kit, c'est son nom de famille, c'est quoi son prénom? Roman, qui est un petit peu son rival. Ils se disputent un peu pour le même poste, mais ils ne sont pas ennemis spécifiquement. Ils sont tous les deux journalistes et ils convoitent le même poste. Ils vont être envoyés au front. Ils vont tomber amoureux. Ça se passe pendant la guerre. On a de la magie. Ces dieux, en tout cas ce dieu et cette déesse existent réellement. Descendent sur Terre pour tenter de récolter le pouvoir de l'autre aux dépens des êtres humains. Et ce qui est vraiment chouette dans cette histoire, c'est qu'au départ, Iris et Roman communiquent l'un avec l'autre sans savoir qui ils sont. Je crois que Roman, il sait. Roman sait qui est sa correspondante, mais Iris ne le sait pas. Via des machines à écrire ensorcelées. Je ne veux pas dire ensorcelées, mais magiques. Donc ils correspondent sans savoir à qui ils s'adressent. Le frère de Iris est parti faire la guerre et au départ elle lui écrit à lui, elle pense lui écrire à lui et en fait c'est à Roman qu'elle écrit. Voilà, donc ils vont tomber amoureux. On a du coup cette histoire d'amour sur fond de guerre. Je lui ai mis 4 étoiles. Globalement j'ai bien apprécié la série. Je pense que je serais encore plus susceptible de l'aimer à une relecture. J'ai vraiment bien aimé. Je pense que
c'était la fin du mois. Je pense que j'ai lu un peu trop vite, à mon avis, ce deuxième tome, pour en apprécier vraiment l'aspect dramatique. Ça se passe pendant la guerre, c'est une histoire qui se finit d'une certaine manière, une manière qui m'a absolument convaincue. Je suis extrêmement satisfaite de la manière dont cette histoire se termine, mais c'est pas forcément une fin heureuse pour tout le monde. Je vais pas vous spoiler, je vais pas vous dire qui, quand, comment, pourquoi, mais voilà, c'est la guerre, il y a des drames, il y a des pertes, c'est comme ça. J'adore l'ambiance, comme dit, le décor est incroyable. J'aime énormément la relation de Iris et Roman, mais l'autrice a choisi d'utiliser et je vais pas pouvoir vous dire lequel parce que sinon c'est vous spoiler, a décidé d'utiliser un des tropes que j'aime le moins au début de cette histoire. Donc j'ai eu un peu de mal à m'y mettre, mais une fois que les choses rentrent dans l'ordre, c'était reparti. Donc je vous conseille vraiment cette série, encore une fois, achetez-le d'occasion ou empruntez-le en médiathèque. Il y a le préquel qui arrive très bientôt dans une... j'allais dire dans une Fairy Loot, mais non, c'est pas dans une Fairy Loot, c'est une édition exclusive qu'ils font à part et que j'ai précommandé. Donc j'aurai bientôt le préquel de cette histoire qui, il me semble, se passe vraiment très longtemps avant. Vu la jaquette, vu la couverture du livre, je dirais que ça doit se passer à peu près à la période de l'Antiquité. Donc vraiment, ça date. Ah, j'ai un doute maintenant. Ah non, c'est peut-être un peu plus récent. Bon, bref, peu importe. Voilà. Donc c'était vraiment très chouette, comme dit, 4 étoiles. Je vous invite vraiment à découvrir cette série. C'était très très chouette. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On est à 13 lectures pour le mois de septembre. Je crois que c'est pas mon record, mais on n'en est pas loin. Je suis contente et j'ai très très hâte de me replonger dans mes lectures du mois d'octobre. Je vous ai bien dit septembre, alors je ne sais plus. Si vous avez envie de laisser une trace de votre passage, mais que vous ne savez pas quoi me dire, mettez-moi une lettre, une enveloppe dans les commentaires pour Letters of Enchantments. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le Mystery Vlog, si je vous dis pas de bêtises, et le mois prochain pour mon wrap-up du mois d'octobre. Ciao!